Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue dans cette émission historique sur Haïti, culture et perspective. Dans l'émission d'aujourd'hui, l'histoire fascinante d'un homme de conviction en pleine dictature de Jean-Claude Duvalier. Un politicien courageux, un peu fou, qui a profité d'une lucarne d'opportunités pour essayer de changer le destin de son peuple, au terme d'une campagne électorale remplie de génie politique. Dans l'émission d'aujourd'hui, il était une fois Alexandre le Rouge, une voix discordante dans la machine répressive de Duvalier. En 1979, alors que le président Jimmy Carter fait pression sur Jean-Claude Duvalier pour le pousser à la démocratisation de son régime, ce dernier organise une élection visant à renouveler les deux chambres. C'est alors qu'un homme réalise l'impensable, à savoir se présenter aux élections de sa circonscription du Cap-Haïtien, sous des thèmes de lutte contre la corruption, de l'inflation et des droits de l'homme. Son nom, Alexandre le Rouge. Il devient la cible des critiques des persécutés du pays et des exilés qui voient en lui un moyen de légitimer un régime de terreur en faisant le jeu faussement démocratique du jean-claudisme. Mais au fond, cet homme met des bâtons dans les roues du régime qui ne peut pourtant pas le réprimer tant sa prise de risque est célèbre. Analysons cet épisode de notre histoire, cette dissidence, cette prise de risque maximale, cette bouteille dans la mer. Voici l'histoire incroyable d'un homme qui a pris des risques insensés pour changer le destin de son peuple. Alexandre Gabriel le Rouge est né à Cartier-Morin, un village situé près de la ville de Cap-Haïtien, le 27 avril 1916. Son père est un religieux français du nom de Gabriel le Rouge, naturalisé haïtien. Cet homme fonde une famille nombreuse avec une haïtienne, dont le jeune Alexandre, qu'il observe pendant qu'il prend fait et cause pour les haïtiennes dans leur lutte quotidienne. Surtout quand les Yankees débarquent en Haïti en 1915. Avocat et critique, il fonde un journal, L'Étincelle, qu'il va utiliser comme une source de contestation contre l'occupation de sa patrie d'adoption. Alexandre le Rouge, qui naîtra pendant l'occupation, hérite du sens de la justice et du patriotisme de son père. Il devient journaliste et développe une solide fibre nationaliste. Il débute sa carrière politique en 1946. Il a tout juste 30 ans. À la chute du président Élie Lescaut, il devient un soutien inconditionnel du président Léon Dumarsais-Estimé, qui prend le pouvoir le 16 août 1946. Le 8 mai 1950, alors que le Sénat de la République refuse d'entériner une réforme constitutionnelle permettant au président Estimé de briguer un deuxième mandat, Alexandre le Rouge est à la tête d'un groupe de mécontents du quartier du Bel-Air qui saccage les locaux de cette institution. Ainsi, 3 ans seulement après son investiture, et se sentant un indéfectible soutien populaire, Estimé tente une manœuvre qui se transformera en une sorte de jurisprudence politique en Haïti et dans le monde. En effet, il décide de renégocier la durée de son mandat qui devrait prendre fin en 1952. Il veut amender la Constitution de 1946 afin de se succéder à lui-même. Ces événements vont conduire à la destitution du président Estimé et la prise du pouvoir par le colonel Paul-Eugène Magloire. Cette tournure des événements va opposer deux hommes qui se connaissent de longue date. Deux hommes qui ont grandi dans le même patelin, au quartier Morin. Deux têtes dans une même marmite en somme. Ces deux hommes sont l'activiste Alexandre le Rouge, fidèle soutien au président Estimé, condamné à l'exil, et le nouvel homme fort du Palais national, le colonel Paul-Eugène Magloire. En effet, le régime autoritaire de Magloire va persécuter l'activiste le Rouge. Il sera muselé, arrêté et jeté en prison. Cette répression se fera par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur,
le redoutable et redouté Luc E. Fouché, un politicien autoritaire et revanchard. Alexandre le Rouge, qui manie à la perfection l'art de la dérision, dira avoir reçu des hommes de Magloire 14 bastonnades en règle. Magloire sera donc son premier ennemi politique. Mais il ne sera pas le seul. Après la chute et l'exil de Magloire, le Rouge soutient l'industriel Louis Desjoie, un mulâtre dont il apprécie le programme et le slogan. La politique de la terre, la seule, la vraie. Pendant ce temps, le grand orateur qu'il est règle ses comptes avec Magloire à la radio. Il réclame la saisie de ses biens. Pendant la campagne électorale de 1957, il s'attaque au candidat François Duvalier qui vient au quartier Morin dîner avec le sénateur Jacques Magloire, soit ni plus ni moins que le frère de Paul Eugène. Cela suffira à en faire un ennemi viscéral de Duvalier, le grand concurrent de Louis Desjoie. En 1957, Alexandre, qui a 41 ans, est un candidat malheureux aux élections pour le Sénat de la République. La victoire de Duvalier pousse Louis Desjoie à l'exil. Mais chose extraordinaire, le Rouge reste au pays, alors qu'il est un ennemi confirmé de Duvalier. Un ennemi à plus d'un titre d'ailleurs. Il est d'abord un ennemi ethnique, car en tant que mulâtre, il est la cible de l'idéologie du noirisme de François Duvalier, sorte de détournement de l'indigénisme prôné par Jean Price Mars et par Jacques Roumain, à des fins purement politiciennes. Mais il est aussi un ennemi politique, car même s'il fut un estimiste convaincu comme Duvalier, mais il est devenu desjoyiste au cours de la dernière campagne électorale. En restant en Haïti, Alexandre le Rouge s'est donc mis en grand danger. Alors, il ne fait plus de politique et se tient à carreau. Certaines sources disent qu'il aurait été incarcéré à plusieurs reprises sous le gouvernement de François Duvalier. Il se vante de l'avoir été plus de 11 fois. D'autres sources disent qu'il aurait été épargné. En tout cas, une chose est sûre, tout changera pour lui en 1979. Jimmy Carter, qui est à la Maison-Blanche depuis le 20 janvier 1977, fait peur à Jean-Claude Duvalier. Son obsession des droits de l'homme va faire vaciller le régime de Jean-Claude, qui depuis 1971 a pris la succession de son père. Alexandre le Rouge, alors âgé de 63 ans, voit en cette mise sous pression du régime un moyen de le contester et de dénoncer ses atteintes aux droits de l'homme. Il témoigne devant les enquêteurs de la Commission interaméricaine des droits de l'homme de passage en Haïti sous la proposition du secrétaire d'État américain Andrew Young. C'est un coup de génie. En effet, l'homme se découvre trop pour être en danger. En se présentant aux enquêteurs, il se met dans la lumière et devient intouchable. Les pressions de la Maison-Blanche sont sérieuses. La visite d'Andrew Young en Haïti en août 1977 fera libérer de nombreux prisonniers. Les pressions poussent Jean-Claude à organiser les élections afin de renouveler les deux chambres en février 1979. Alors, Alexandre le Rouge prend une décision que certains qualifieront de brave, d'autres de coup de folie. Mais tous sont d'accord pour dire que c'est hautement risqué. En effet, l'homme se déclare candidat indépendant à la députation du Cap-Haïtien, certain de pouvoir gagner dans son fief historique du Nord. Son slogan est porteur. Sous l'égide des droits de l'homme, vaillante population capoise, votez Alexandre G. le Rouge, député. Un câble déclassifié de Wikileaks révèle l'inquiétude du régime de Duvalier qui veut désormais éviter les incidents qui compromettraient ses relations avec Washington. Mais voilà que naît dans le nord du pays un génie du marketing électoral qui va faire vaciller le régime. Pourquoi le Rouge est-il un génie de la communication politique? D'abord, l'homme. Le Rouge possède d'extraordinaires talents d'orateur. Courageux, déterminé et tenace, l'homme fait une campagne convaincante et séduit la jeunesse. Ensuite, ses slogans. Comprenant la sociologie de son pays et les revirements du contexte international, il fait campagne contre la corruption autour des questions du coût des produits de première nécessité et de la défense des droits des travailleurs qui s'implique à fond dans sa campagne. Droits de l'homme, inflation et lutte contre la corruption. Ces slogans font mouche.
il électrise les masses et les pousse à prendre fait et cause pour son programme politique. Enfin, sa méthode. L'homme inaugure une excellente campagne de porte-à-porte, des méthodes qu'on retrouvera dans le direct marketing de Barack Obama en 2008 et qui vont se généraliser avec le profiling sur les réseaux sociaux dans les campagnes d'aujourd'hui. Et dans le Nord, il se murmure qu'Alexandre Le Rouge, fils de Gabriel Le Rouge, ancien estimiste, mais surtout ancien déjoyiste, le candidat indépendant, la voix du Nord, pourrait remporter les élections et devenir une voix discordante au sein de la Chambre des députés. Incroyable, impossible, insensé. Et chose extraordinaire, les diatribes de Le Rouge ne sont pas des discours édulcorés politiquement corrects. En effet, voici un homme qui, tout au cours de sa campagne, accuse le régime de corruption et de détournement de fonds. Le régime dépêche, le lundi 5 février 1979, un politicien de carrière dans le Nord pour combattre Le Rouge. Il s'agit du vieux noiriste d'expérience, le professeur Claude Vixamar, ancien préfet du Cap, l'homme qui en 1976 avait par un discours mémorable accueilli le président Senghor au Cap-Haïtien. Ainsi, le sous-secrétaire d'État à l'information en personne est dépêché dans le Nord pour faire barrage à la témérité de Le Rouge. En effet, le professeur Claude Vixamar est un vieux rusé, un homme qui maîtrise les codes de communication. Il fallait bien un noiriste historique pour combattre le mulâtre Le Rouge. Mais les Capois ne sont pas dupes, ils comprennent ce qui se joue. Ils sont prêts à prendre le risque de passer pour la région dissidente du pays. Et puis, ce vieux fou de Le Rouge leur fait tourner la tête. Ce qu'il fait là n'est vraiment pas commode. Les médias s'emparent de l'affaire, il est qualifié tantôt de populiste, tantôt de communiste. Le 29 janvier 1979, il donne une interview au journaliste Jacques Price-Jean sur les ondes de Radio Haïti Inter, dans laquelle il expose sa grandiloquence et sa confiance. Ainsi, lorsque le journaliste lui demande « Quelles sont vos chances aux prochaines législatives ?» il répond avec l'appoint qui le caractérise. « Actuellement, je suis tête calée et personne ne peut me supplanter. » Alors, deux choses nous viennent à l'esprit. 1. Il y a donc usurpation sur le terme tête calée, n'est-ce pas? Et 2. Alexandre Le Rouge n'est pas là pour faire de la figuration. Si l'homme se déclare candidat pour changer Haïti, c'est parce qu'il a reçu des garanties de la part de la communauté internationale d'envoyer des observateurs superviser les élections. En effet, il confie au journaliste Jacques Price-Jean la présence d'émissaires de l'ONU et de l'OEA aux élections. L'homme est donc confiant et est persuadé que sa présence aux élections fera avancer la cause démocratique de son pays. Alors, ce qui devrait arriver, arriva. Le 11 février 1979, la ville du Cap-Haïtien est patrouillée de diplomates, d'agents de la presse locale, nationale et internationale, mais aussi de Tonton Macoute, dont le redoutable chef de la police de Port-au-Prince, le colonel Jean Valmé, dépêché d'urgence pour superviser la situation et rétablir l'ordre le cas échéant. Tout ce beau monde apprendra sous peu, en première ligne, que le peuple du Cap accorde son vote massif à Alexandre Le Rouge. Celui qu'on appelle le moteur dans un pantalon devient député indépendant de la première circonscription du Cap haïtien. Le petit monde haïtien serait-il en train de changer? Dès le début, le régime comprend qu'il ne pourra pas maîtriser cet homme. Ses prises de parole au sein de la Chambre vident l'hémicycle qui craint une descente des sbires du régime pour y mettre le feu. Un jour, alors qu'il est convoqué au Palais national par le président et sa future femme Michel Bennett, qui avait pour coutume de se lever de sa chaise pour gifler ses convives lorsque ces derniers la mettaient en colère. Jean-Claude, qui veut intimider le nouvel élu dissident, le convoque pour, dit-il, discuter de certaines affaires politiques de très grande importance. Et puisque les débats sont houleux, la future femme du président se lève et se dirige vers le nouveau député du Cap haïtien. Sentant l'imminence d'un geste humiliant, Alexandre Le Rouge se dirige vers Jean-Claude et lui dit avec la plus grande fermeté : « Président, je vous préviens sur mon honneur, si votre femme fait un pas de plus et ose me frapper, je ne manquerai pas de répondre
à ses coups, et vous serez alors obligé de me faire assassiner et de montrer mon cadavre au peuple haïtien. Là encore, chose incroyable, Jean-Claude Duvalier comprend les enjeux. Calme sa future femme, Michel Bennett, et Alexandre Le Rouge sort indemne du Palais national. Pendant toute la campagne, il sera sous-estimé. On dira de lui qu'il a un intellect limité. En effet, l'homme a été contremaître de construction. On dira qu'il est toute bouche et pas de cerveau. Mais au fond, la victoire de Le Rouge au Cap peut s'expliquer en partie par l'histoire de cette région qui, sous Henri Christophe, avait gardé son indépendance vis-à-vis du Sud et de l'Ouest. Alors, Le Rouge a reçu un soutien massif des intellectuels et des hommes influents, nostalgiques de la rébellion christophienne. Alexandre Le Rouge sera accusé de faire le jeu pseudo-démocratique de Duvalier, mais on se souvient qu'il n'a pas hésité à secouer le régime en mettant sa vie en danger. En effet, il demandera des comptes au ministre des Affaires étrangères pour le traitement des travailleurs saisonniers en République dominicaine, un tournant. Il dénonce par ailleurs les magouilles au sein du ministère de l'Agriculture. Les duvalieristes tenteront de le dénigrer sans succès. En 1985, à presque 70 ans, il se retire de la politique. Et l'homme qui a essuyé plusieurs bastonnades en règle et qui a échappé à 4 tentatives d'assassinat meurt aveugle des suites d'une longue maladie, dans l'indifférence totale. D'aucuns pensent que le déclin du duvalierisme a commencé ce dimanche 11 janvier 1979 au Cap Haïtien, où un homme a osé le défier en se présentant aux élections. Cette victoire symbolique d'Alexandre Le Rouge aux élections de 1979 montre qu'il suffit parfois d'un seul cri pour produire l'avalanche, d'une seule goutte d'eau pour faire déborder le vase, d'un seul coup de marteau pour produire l'effondrement de la forteresse. Il y a donc toujours moyen de faire entendre un écho dans la forêt. Comme disait un groupe de rap français célèbre, la Funky Family, qu'un seul tienne et les autres suivront. Le Rouge a tenu et le peuple haïtien a suivi.